Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Marseille, un détenu de la prison des Baumettes a pris en otage la directrice de l'établissement pénitentiaire cet après-midi. Elle a finalement été libérée en début de soirée. Un incendie spectaculaire a ravagé un immeuble d'habitation près de l'hôpital européen dans le quartier de la Joliette. Les flammes causées par la rupture d'une canalisation de gaz ont atteint jusqu'à 20 mètres de haut. Une personne est toujours portée disparue. Le conseil d'administration mouvementé cet après-midi autour du budget de l'université Montpellier 3. Le budget a été adopté en fin de journée alors que des étudiants de la fac Paul Valéry dénonçaient une nouvelle fois des restrictions sévères. Et puis à Marseille, le concept d'autopartage évolue. Un peu comme le concept du Vélib, il est désormais possible de louer des petites voitures électriques pour pouvoir ensuite la déposer où l'on veut. Mais tout d'abord, donc, un détenu de la prison des Baumettes à Marseille a pris en otage un membre de la direction de l'établissement pénitentiaire cet après-midi. C'est la directrice qui a été retenue dans son bureau. Elle a finalement été libérée en début de soirée. Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire général adjoint des pénitentiaires PACA. Nous l'avons joint par téléphone. Ce qui est rare, c'est que ce soit un membre du personnel de direction qui soit pris en otage. On le voit régulièrement, ce sont des surveillants, voire des éducateurs. C'est vrai que personnel de direction, c'est pas courant. Compte tenu de la dégradation du climat dans les établissements, non, ça ne nous étonne pas plus que ça. On en vient maintenant à cet incendie spectaculaire qui a ravagé un immeuble près de l'hôpital européen dans le quartier de la Joliette à Marseille. Même si le feu a été rapidement maîtrisé par les marins-pompiers, les dégâts sont importants. Une personne, un ouvrier qui travaillait sur les canalisations de gaz, est porté disparu et plusieurs autres ont été blessés. Marguerite Kioch. Un panache de flammes soufflé par le gaz. En quelques minutes, le feu se propage à l'immeuble voisin. Il était aux environs de midi quand les habitants ont été alertés par un puissant soufflement. J'ai entendu un bruit comme une... Vous voyez, ça soufflait. On en est sorti sur le balcon avec mon mari, on a vu une voiture brûler. Et 2 secondes après, on a vu le feu qui dépassait l'immeuble qui est en face en construction. Un homme, un ouvrier soudeur, est toujours porté disparu. Il travaillait dans la conduite de gaz à l'origine de l'incident. Les pompiers n'ont pas pu encore commencer leur recherche, trop dangereux. C'est l'enquête de police qui déterminera la cause exacte, mais vraisemblablement il devait y avoir des travaux sur une canalisation, puisque nous avons affaire à un cratère de diamètre 4 mètres, environ 3 mètres de profondeur, dans lequel devaient se trouver des travaux commandités par GRDF. Face à la violence de l'incendie, l'hôpital européen a dû interdire l'entrée des locaux aux visiteurs et déplacer 170 de ses patients. Une chambre a été complètement détruite par la chaleur, d'autres endommagées par la fumée. Les habitants de l'immeuble en flammes ont été pris en charge par la mairie, comme Gisèle, qui a juste eu le temps de sauver son chat avant de s'enfuir de son appartement. J'ai vu mes balcons fondre, j'ai vu mes vitres se craqueler de partout. Il ne reste rien. On n'a pas pu y aller parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer, mais il n'y a plus rien. Selon les pompiers, il faudrait encore plusieurs heures avant de sécuriser l'immeuble. Face à l'ampleur de l'accident, le bataillon s'apprêtait à veiller toute la nuit pour éviter de nouveaux dégâts. Toujours pas d'issue au conflit qui oppose le gouvernement au syndicat de la SNCM. Les 200 salariés réunis sur le Daniel Casanova ont voté aujourd'hui la poursuite de la grève jusqu'au 9 janvier, au moins, date à laquelle ils rencontreront la direction des affaires maritimes. Les grévistes réclament l'application des règles du pavillon français premier registre pour Corsica Ferry, la compagnie concurrente de la SNCM. Réaction au micro de Lina Mostefaoui et Cécilia Sévry. Le mouvement est reconduit tous les jours de 24 heures en 24 heures et en l'absence de réponse du ministre de manière justement à sécuriser et garantir l'avenir de nos compagnies françaises, la Méridionale et la SNCM, eh bien, tant que ces réponses ne seront pas données, il ne peut pas y avoir de reprise du conflit, puisque c'est la garantie pour nos emplois et le maintien du service public, et également aussi pour que justement le plan industriel de la SNCM se mette en œuvre, puisqu'économiquement il dépend aussi justement des conditions de la concurrence qui aujourd'hui ne respectent pas la législation française.
Autre titre ce soir avec l'université Montpellier 3 qui doit à nouveau se serrer la ceinture. Ce soir, le conseil d'administration a adopté un budget qui permet de faire passer le déficit de la fac de Montpellier de 3 millions à 1,5 million d'euros. Des restrictions dénoncées par des étudiants depuis la rentrée de septembre. Certains ont à nouveau tenté d'empêcher le vote aujourd'hui. Reportage. Pour l'université Paul Valéry, 2014 commence de la même manière que s'est achevé 2013 dans la contestation. Après avoir bloqué l'Assemblée générale de l'université le 18 décembre dernier, une quarantaine d'étudiants a tenté de faire de même, mais cette fois-ci au rectorat où le vote du budget était délocalisé. Anne Freyss et les élus devront attendre quelques minutes et un renfort policier pour pouvoir entrer dans la cohue la plus totale. Le budget voté devrait être déficitaire pour la 3e année consécutive, un budget de l'austérité selon les étudiants de l'université. S'ils sont résignés face à l'issue du vote, ils promettent de continuer la mobilisation. On va continuer à informer les étudiants, à leur dire que déjà le début de la mobilisation a payé parce que l'État a versé une partie de l'argent qui devait à l'université. Donc si on continue, c'est à ce moment-là qu'on trouvera une vraie solution. Surtout que ça commence à bouger pas mal dans les autres villes également. Un accord a finalement été trouvé en fin de journée. Il prévoit entre autres une sélection à l'entrée des principales filières, notamment celle du cinéma et de la communication. Les bacheliers de l'Académie de Montpellier devraient être favorisés. Voilà, et sachez que les syndicats étudiants ne désarment pas. Ils ont annoncé la tenue d'une assemblée générale à l'université Montpellier 3 mardi 14 janvier. Elle pourrait être suivie d'un blocus de la fac Paul Valéry. Autre mouvement de protestation, celui des éleveurs de la région. Ils étaient quelques dizaines réunis devant la préfecture des Bouches-du-Rhône aujourd'hui à l'occasion de la Semaine nationale d'action contre l'élevage industriel. Une mobilisation contre le projet de la ferme des 1000 vaches qui est en construction dans la Somme. Cette semaine, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture est examiné à l'Assemblée nationale. Sur le plan local, c'est que ça va avoir un impact sur la pollution du secteur. Ça va éliminer des agriculteurs, des paysans localement. Et surtout, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vu que le lait va être quasiment un sous-produit de l'activité, ça va faire chuter les prix du lait, que déjà les paysans ont énormément de mal à maintenir à un niveau qui leur permet de survivre. La mairie de Nîmes, toujours sous l'emprise des prêts toxiques. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté des requêtes présentées par 2 associations nîmoises, ainsi que les conclusions des élus concernant les signatures de ces emprunts. Réaction du maire de Nîmes au micro d'Alain Belon. Le tribunal administratif a décidé de nous donner raison et donc de refuser et donc de renvoyer dans leur corps de celles et ceux qui disaient qu'on avait fait n'importe quoi. Nous reconnaissons bien sûr que nous avons un emprunt hors charte. Il y a eu tromperie de la part de la banque par rapport à cet emprunt. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous avons dénoncé au TGI de Nanterre et ce sur quoi nous attendons de gagner par rapport à Dexia. Voilà, vous l'aurez noté, il s'agissait de l'adjoint aux finances et non du maire de Nîmes. Dans le reste de l'actualité, le Parti socialiste se met en ordre de marche pour les municipales à Marseille. Hier soir, Patrick Mennucci a présenté son QG et son nouveau logo. Cette fois, c'est sûr, la campagne est bel et bien lancée. On écoute le candidat socialiste. Il tend la main à Europe Écologie Les Verts en vue d'une fusion des listes dès le premier tour. Je souhaite que Karim Zeribi et Europe Écologie nous rejoignent dès le premier tour. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être au premier tour le plus proche de la liste Godet et le plus éloigné du Front National. Donc plus on sera rassemblés, de toute façon on se rassemblera au deuxième tour. Alors mieux vaut le faire avant. Et puis politique locale toujours, mais cette fois du côté de Montpellier. Philippe Sorel, le candidat dissident à gauche pour les municipales, a été exclu du Parti socialiste. L'adjoint à la culture du maire socialiste de Montpellier avait officialisé sa candidature le 2 décembre, alors que le président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, a été officiellement investi par le parti.
En bref, toujours le parquet de Marseille a donné des précisions aujourd'hui dans l'enquête sur la mort de 3 nourrissons. 3 des 6 poches de nutrition analysées après la mort des bébés à l'hôpital de Chambéry étaient contaminées par une bactérie, a indiqué aujourd'hui donc le procureur de la République de Marseille, Brice Robin. Il s'agit de produits fabriqués par la société Marette. Nous avons comme certitude que le laboratoire de l'hôpital Édouard Herriot, qui a analysé 6 poches de nutrition parentérale, 3 ouvertes, 3 fermées, donc scellées. Dans les 3 placées sous scellé, fermées, elles sont contaminées par un germe et donc vraisemblablement contiennent la fameuse bactérie qui a entraîné le décès que vous connaissez. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Daphné Desjardins. Fin de la séquestration. Les 2 cadres de l'usine Goodyear d'Amiens Nord retenus sur le site depuis une trentaine d'heures ont été libérés dans l'après-midi. Une sortie encadrée par la police au beau milieu d'une cohue de salariés révoltés. Dans la foulée de la libération, la CGT a annoncé qu'elle occuperait désormais le site. Une vague d'intempéries sur la côte basque, à Biarritz notamment. Les dégâts les plus importants se notent au casino municipal. Au port des pêcheurs, 2 bateaux ont été retrouvés au fond de l'eau, coulés. Les secours se sont mobilisés dans l'après-midi. Les recherches par hélicoptère ont été poursuivies pour retrouver le corps de la jeune femme, emporté dimanche par une vague. Dieudonné n'en finit plus de déferler dans l'actualité. Cette fois-ci, l'humoriste controversé est suspecté de blanchiment d'argent selon une information du Monde. D'après une enquête ordonnée par le parquet de Chartres depuis un an, Dieudonné aurait envoyé plus de 400 000 € au Cameroun depuis 2009, dont 230 000 l'année dernière. Le polémiste, qui s'est vu fermer les portes de ses spectacles dans certaines villes comme Tours ou Bordeaux, a annoncé qu'il contesterait en justice toute interdiction. Et la présidence est pour une femme. La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion présidera cette année le jury du 67e Festival de Cannes. Seule femme à avoir obtenu la Palme d'Or pour la leçon de piano en 93, elle succède à l'américain Steven Spielberg. Véritable pionnière dans son milieu selon les organisateurs, elle est la première femme réalisatrice à présider le célèbre festival qui se déroulera cette année du 14 au 25 mai. C'est un service qui a rencontré un franc succès. L'autopartage permet aux Marseillais de louer des voitures pour de courtes durées dans les principaux parkings de la ville. Un concept qui évolue désormais avec le lancement de Twizilib. Un peu comme le concept du Vélib, il est désormais possible de louer des petites voitures électriques pour pouvoir ensuite les déposer où l'on veut. Un système qui fonctionne grâce à une application pour les smartphones. Les précisions au micro de Lilia Bertonneau. Quand on marche dans Marseille, si on a cette application, on peut repérer où se trouve la Twizy la plus proche. Et si on est abonné, eh bien, on peut savoir donc si elle est disponible, le temps de charge qui reste et l'utiliser selon le déplacement qu'on a à faire. On peut partir en ville et sur un périmètre donné, on peut laisser le véhicule où il est et repartir faire ses courses ou rentrer chez soi. On n'est pas obligé de ramener en fait le véhicule Twizy où on l'a pris. Et ça, c'est une très grande nouveauté parce que souvent, il faut ramener le véhicule au point d'origine.